Du coup, je vais commencer par par vous présenter la profession de sage-femme en France. D'accord, Donc, en France, il faut savoir que c'est une profession médicale à compétences définies. Et ça, c'est des compétences qui sont définies par le Code de la santé publique. C'est-à-dire qu'on a une liste de prescriptions qui est réduite et d'examens aussi. Et notre exercice est vraiment codifié. Les études de sage-femme en France, à l'heure actuelle, c'est 6 ans maintenant. Ça a augmenté d'une année depuis septembre 2024. On a une première année d'études qui est commune avec les médecins, puis ensuite on a 5 années dans une école de sage-femme. Donc à l'issue de cette formation, on obtient un grade de docteur en maïeutique maintenant. Et on a accès à d'autres formations, en plus de la formation initiale, qu'on peut faire avec d'autres corps de métier, comme par exemple des médecins ou des kinés pour se spécialiser dans certains domaines, comme par exemple l'échographie, l'allaitement, l'acupuncture. Il y a plein de formations qui sont à disposition. d'accord. Donc, la profession de sage-femme en France, elle est très très variée. On a beaucoup de compétences, que ce soit relatives à la grossesse, donc tout ce qui va être surveillance, suivi médical de la grossesse, les séances de préparation à la naissance. On a aussi un rôle de prévention, notamment concernant les addictions. On peut réaliser des actes échographiques moyennant certaines conditions, la surveillance du travail et de l'accouchement en autonomie, les soins à la mère et son enfant et la rééducation du périnée. Concernant la gynécologie de prévention, on peut accompagner les femmes tout au long de leur vie en assurant leur suivi, en leur proposant et en leur prescrivant une contraception. On peut dépister et traiter les infections sexuellement transmissibles de la patiente, mais aussi de son conjoint, dépister le papillomavirus. On a également des compétences en orthogénie. On peut réaliser les interruptions volontaires de grossesse jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée par voie médicamenteuse. Et récemment, depuis 2023, on peut, moyennant certaines conditions de formation pratique et théorique, réaliser les IVG instrumentales en hôpital. On peut également vacciner les patientes, on lutte contre les violences faites aux femmes également, et on peut intervenir dans l'aide médicale à la procréation. Donc, on a des compétences et un champ d'activité qui est varié, qui offre vraiment pas mal de possibilités d'exercice. Mais ce qui est important de toujours garder à l'esprit, c'est que le métier de sage-femme, c'est vraiment la physiologie. On est en première ligne pour le dépistage des pathologies et il faut orienter les femmes vers les médecins dès qu'on décèle une pathologie. Et ensuite, on travaille conjointement avec le gynécologue obstétricien le plus souvent et on pratique les soins qu'il prescrit en fonction de la situation de la patiente. Donc, il y a différents lieux d'exercice en France. La grande majorité des sages-femmes exercent en hospitalier, que ce soit dans le public ou dans le privé. On a environ un tiers des sages-femmes qui exercent en cabinet libéral, et cette proportion, elle augmente d'année en année. Et on a également des sages-femmes, du coup, qui exercent en PMI, donc dans les services de protection maternelle et infantile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vais vous parler un petit peu de la formation qu'on propose pour les sages-femmes pour préparer au mieux et réussir du coup les EVC de cette année. Donc, parmi les trois grands axes qui vont être abordés lors de la préparation des EVC cette année, on va avoir l'obstétrique qui occupe quand même la majorité de l'examen, la pédiatrie, puis aussi la gynécologie. Donc, du coup, on a travaillé sur les annales des 15 dernières années pour vraiment cibler les thèmes principaux et travailler en priorité dessus. Donc, parmi les thèmes principaux, en obstétrique, on va avoir la surveillance de la grossesse, le diabète gestationnel, les infections pendant la grossesse et l'accouchement, la prééclampsie et ses complications, l'alloimmunisation Rhésus, la menace d'accouchement prématuré avec aussi la rupture prématurée des membranes, l'hémorragie du postpartum, l'allaitement. On a également d'autres choses qu'on va aborder, comme par exemple la cholestase gravidique ou d'autres pathologies qu'on peut retrouver pendant la grossesse et l'accouchement. Concernant la pédiatrie, on va aborder le dépistage néonatal, la détresse respiratoire, l'accueil du nouveau-né en salle de naissance et l'algorithme de réanimation néonatale, l'hypoglycémie néonatale, les infections chez le nouveau-né et l'hypotrophie.
En gynécologie, on va parler de contraception, que ce soit lors du postpartum, donc les spécificités du postpartum, et également chez la femme en dehors de la grossesse et du postpartum. Le cancer du col de l'utérus, l'interruption volontaire de grossesse, l'endométriose, le cancer du sein, les méno-hémétrorragies. Et voilà, ça. Après, on peut toujours faire évoluer ces thèmes si jamais vous avez des demandes particulières ou des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on approfondisse plus. Ça, c'est tout à fait possible et on peut s'adapter aussi à vos besoins. D'accord. Au niveau de l'organisation des séances, donc il va y avoir 4 séances par mois et un concours blanc par mois avec une correction. Les séances, c'est des séances de 2 heures. À chaque séance, il y a une nouvelle thématique qu'on vous donne en amont, comme ça vous pouvez déjà préparer un petit peu le sujet et préparer des éventuelles questions que vous pouvez avoir. La séance, elle démarre par un cas clinique qu'on fait du coup ensemble, et ensuite on fait un rappel des dernières recommandations en lien avec ce cas clinique. Et on va mettre en place normalement un groupe WhatsApp pour qu'on puisse échanger les informations et si vous avez des questions, on puisse y répondre. Et puis, je ne sais pas si Anissé, tu voulais ajouter des choses par Mais rapport à... juste que à la veille, on va travailler comme ça des cas cliniques particulièrement de manière mensuelle et à la dernière ligne droite, le dernier mois ou les 2 derniers mois, on sera focus sur les annales, les annales pour pouvoir affiner les stratégies et la méthodologie pour être prêt le jour J de l'examen. C'était juste ça. Mhm. D'accord. Concernant le programme de mai, du coup, qui a été établi, donc les premiers cours démarrent mardi prochain avec la méthodologie des EVC et un premier thème sur la prééclampsie. La semaine d'après, donc le 13 mai, ce sera sur les infections et grossesse. Le 20 mai sur la menace d'accouchement prématuré. Le 27 mai sur le diabète gestationnel. C'est des thèmes qui sont assez intenses. C'est pour ça qu'on les fait dès le début pour pouvoir y revenir éventuellement après s'il y a des questions ou s'il y a besoin de refaire des cas cliniques dessus. Et le 31 mai, du coup, la correction du concours blanc. Là, je vous ai mis des livres que je vous conseille, qu'on utilise beaucoup en France pour la pratique et qui contiennent beaucoup d'informations utiles, je pense, pour les révisions. Alors, le premier livre, le protocole en gynécologie obstétrique, c'est assez concis, mais ça permet d'avoir les conduites à tenir en fonction des pathologies. Donc, c'est intéressant pour les cas cliniques. Et les 2 autres, ça permet d'avoir pas mal d'informations sur différentes thématiques. Donc, c'est des outils qui peuvent être bien pendant les révisions. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Mais comment on fait pour avoir ces livres-là? Vous travaillez en France? Pour l'instant, non, je ne travaille pas encore, mais je suis en France. Alors, je sais que le premier livre, il n'est pas très cher. Vous pouvez le commander facilement sur Amazon ou d'autres sites. Il est, je crois, autour d'une vingtaine d'euros. Et il est plutôt enfin, assez complet sur les conduites à tenir. C'est vrai qu'on l'utilise dans plusieurs hôpitaux en France. Donc, et après, si les autres sont un petit peu plus chers, mais vous pouvez trouver sinon des recommandations voilà, sur Internet, que ce soit auprès du Collège national des gynécos, de la Société d'anesthésie. Enfin, vous pouvez trouver. Moi, je vais vous transmettre de toute façon lors des cours. Je vous transmettrai les sources pour que vous puissiez regarder les recommandations pour les pathologies concernées. D'accord. Merci. Donc, ok, merci Louise. Mais le conseil clairement que je vais vous donner, c'est, tu peux revenir sur la diapositive des livres là, Louise, s'il te plaît. Oui. Donc, clairement, il y a les 2 livres qui sont aux extrémités pour quelqu'un qui prépare son examen. Et donc, l'examen, il tient à cœur, cet examen lui tient à cœur, il doit au moins avoir les 2 livres aux extrémités. Donc, le livre du protocole et secondairement,
le KB de gynécologie obstétrique. Et vous le lisez, vous le soulignez, vous le consommez à votre guise. Donc, c'est très important en fonction de l'intérêt que vous portez à votre examen. Pour chaque chose qu'on fait dans la vie a un prix. C'est ça. Si on veut réussir son examen, il faut mettre des moyens. Moi, c'est la philosophie que j'ai. Si on veut réussir, il faut y mettre des moyens, il faut se préparer, et se préparer, ça fait partie les méthodes de préparation. Il y a se documenter, et bien se documenter aussi. Et je pense que c'est de toute façon des livres que on reconsulte tout le temps, même une fois diplômé, une fois votre consolidation faite, il y a toujours besoin de voilà, se rappeler certaines choses. Et donc c'est bien d'avoir ces ouvrages à disposition, même en garde, pour, quand on a un doute, avoir toujours les informations adéquates. D'accord. Ok, je vais, en attendant que d'autres questions se formulent, Louise, tu me passes la main, oui, que je me Ouais. connecte. S'il vous plaît, la première séance sera quand? La première séance est prévue pour le mardi 6. Et ça sera une séance méthodologique et sur la prééclampsie. Donc, ce sera une séance méthodologique et sur la prééclampsie. Voilà. OK. Mhm. OK, je pense que vous voyez bien mes diapositives. C'est bon, vous voyez mes diapos? Oui, Donc, il y aura peut-être certaines redites, mais qui peuvent être très importantes pour la compréhension et pour l'organisation du travail. Donc, voilà l'équipe qui va vous accompagner pour votre préparation. Donc, on a Louise, on a Maïda et moi, Anissé. Euh, donc, on a vu avec Lydie ce que c'est que les EVC. Donc, ce sont des épreuves de vérification de connaissances qui est la première partie de la procédure d'autorisation d'exercice en France pour ceux qui n'ont pas un diplôme de l'Union européenne. C'est très important et je pense que vous le savez. Ce sont des éléments juste qui sont importants de rappeler. Donc, ici, en ce qui nous concerne, qui est-ce que les EVC concernent? Ça concerne tous les praticiens, médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes, pharmaciens qui ont un diplôme hors Union européenne et qui souhaitent exercer en France. La réussite des EVC, c'est le premier palier pour accéder à la procédure d'autorisation d'exercice, de plein exercice en France. Donc, c'est important de savoir ça. Et comment est-ce qu'on s'inscrit pour les EVC? Donc, on a Andrena qui a déjà eu à participer aux EVC. Donc, elle sait potentiellement comment est-ce qu'on s'inscrit, mais pour les autres aussi, c'est important de savoir. Dans le texte de loi, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, comme Lydie l'a si bien signalé, mais déjà, il faudrait que vous sachiez à quoi est-ce que ça ressemble, comment ça se présente. Il s'agit d'une inscription totalement gratuite qui se fait en ligne et qui se fait auprès des ARS, des agences régionales de santé. Donc, chacun, vous allez choisir une agence qui va être le socle de votre inscription. Donc, si vous exercez déjà en France, si vous êtes dans un stage ou dans une activité en France, vous devez vous affilier, vous devez vous enregistrer dans l'ARS où vous résidez habituellement. Donc, mais vous pouvez vous inscrire dans l'ARS de votre choix aussi.
Donc, cela n'impacte pas sur la réussite ou la délibération au courant des épreuves. Et une autre partie, c'est les formalités administratives et les documents à fournir. Pour ceux qui ne sont pas en France présentement, ou même pour ceux qui sont en France, mais qui n'exercent pas, il est important déjà de préparer les documents pour qu'au moment où la plateforme pour l'inscription s'ouvre, que vous puissiez être prête à fournir les documents qu'on va demander. Donc, il y aura un formulaire d'inscription que vous aurez sur la plateforme. Il y aura la nécessité d'avoir des pièces d'identité à jour. Donc, soit votre pièce d'identité, si vous êtes votre pièce d'identité, votre passeport ou votre titre de séjour et qui soit en cours de validité. Donc, si vous avez l'impression que votre passeport ou votre titre de séjour va arriver à expiration, il faudrait déjà mettre en place les mécanismes pour les actualiser. Avoir une copie de votre diplôme, c'est capital. Parce que si vous n'avez pas de copie de votre diplôme, c'est le moment de faire une note à votre établissement pour qu'on puisse vous faire part d'une copie de votre diplôme. Donc, ça, c'est capital. Ce sont des éléments importants pour lesquels il ne faudrait pas courir à la dernière minute. Donc, on a vu tous ces éléments qui sont importants. Pour ceux qui ont fait des études dans les pays francophones, habituellement, on ne demande pas l'attestation de langue, le test de langue. Mais pour ceux qui n'ont pas fait des études dans les pays francophones, il faudrait avoir une attestation de réussite du test de connaissance en langue française au minimum de niveau B2. Donc, ce sont des éléments déjà importants que vous devrez savoir dès à présent. C'est capital. Et pour chaque spécialité, il y a ce qu'ils appellent des jurys. Et le jury est constitué de plusieurs membres. Il y a un président et les autres membres du jury. Quand vous regardez à quoi renvoie le jury pour les sages-femmes, on a un jury constitué de professionnels de sages-femmes et le jury est constitué de 6 membres pour la première. Donc, pour chaque tranche de 50 candidats pour les sages-femmes, il y a un jury. Donc, il peut y avoir plusieurs jurys, mais qui composent, après, ces jurys élaborent les épreuves. Donc, ils vont élaborer les épreuves à partir du programme de sage-femme français. C'est comme ça que s'élaborent les épreuves. Ils élaborent l'épreuve, le jury élabore la grille de correction de l'épreuve et voilà, vous allez voir un représentant au moins du jury pendant l'examen, le jour de votre examen. Donc, c'est comme ça qu'est élaborée l'épreuve. Et après, on a 2 épreuves globalement. Une épreuve de vérification de connaissances fondamentales, qui sont habituellement ce qu'on appelle les questions de cours, les questions purement de cours. Et après, dans l'après-midi, donc ces épreuves sont des épreuves de 2 heures. Et dans l'après-midi, on a une épreuve beaucoup plus pratique qui sont des cas cliniques. Donc, on va à partir d'un cas clinique, on vous décrit une patiente ou une dame et on vous pose des questions en lien avec les éléments cliniques qu'on vous a présentés. Par contre, sur les épreuves fondamentales, ce sont des questions purement de cours. Donc, peut-être les modalités de dépistage du cancer du col de l'utérus en France. On passe de cette question, on revient à une autre question, on vous pose une autre question, quels sont les bilans biologiques systématiques du premier trimestre de la grossesse. Donc, ce sont des questions purement de cours comme ça qu'on peut vous poser. Et après,
lorsque vous avez passé les épreuves, il y a, c'est la première épreuve, l'épreuve fondamentale qui passe en matinée, qui est l'épreuve qui départage les candidats. Parce que ça reste un concours et il y a un nombre de places requis. Et ce nombre de places qui est fixé, s'il arrive qu'il faut départager les candidats, c'est à partir de l'épreuve fondamentale. Et secondairement, il est important d'éviter d'avoir sur l'une des épreuves une note éliminatoire. Et la note éliminatoire, elle est de 6. Elle est inférieure ou égale à 6. Donc, si vous avez sur l'une des épreuves une note inférieure ou égale à 6, vous êtes éliminé, quelle que soit votre note sur l'épreuve, sur la seconde épreuve. Et c'est important de savoir parce que il faut bien travailler, au moins, il faut éviter la note éliminatoire sur l'une des deux épreuves. Comment vous organisez? Idéalement, c'est l'idéal. Mais bon, si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Donc, idéalement, travailler en groupe. Parce que le travail de groupe permet d'échanger, de s'entraider, de communiquer et c'est beaucoup plus. Nous trouvons que c'est la meilleure manière de travailler lorsqu'on prépare un concours ou un examen. Il faut avoir une hygiène de vie parce que c'est un examen c'est un concours qui n'est pas facile. C'est pour ça aussi que vous devez avoir une bonne qualité, une bonne hygiène de vie. Il faut faire du sport, il faut bien s'alimenter. C'est important d'avoir une activité physique régulière et aussi d'avoir une bonne qualité d'alimentation pour pouvoir être en forme pour étudier quotidiennement. Il faut se familiariser aux épreuves. Je vais vous montrer le site où est-ce vous pouvez avoir accès aux anciennes épreuves. Vous vous familiarisez, vous voyez à quoi ça ressemble pour ne pas être surpris le dernier jour parce que c'est d'où l'intérêt de cette formation qu'on vous propose. C'est pour la familiarisation avec les questions et les épreuves. Et il faut formuler et affiner sa propre stratégie de travail. Donc, globalement, voilà, on a vu avec Louise la documentation qu'on vous propose. Vous pouvez la voir sur Amazon pour ceux et celles qui sont en France. Donc, vous les commandez, ça arrive chez vous. Et pour ceux et celles qui ne sont pas en France, vous pouvez, si vous avez quelqu'un qui voyage, vraiment, vous pouvez le prier de vous trouver, ces deux livres en France. Et ce sont des documents qui doivent être à votre chevet quotidiennement. C'est capital. Vraiment, nous vous le recommandons vivement. Pour la suite, se familiariser avec les épreuves. Quand vous irez sur le site du CNG, donc, vous aurez les anciens sujets, autant les sujets fondamentaux et les sujets pratiques. Donc, vous allez sur le site et vous allez trouver les anciens sujets qui vont vous permettre de vous familiariser. Vous voyez à quoi ça ressemble, les structures, voilà. Mais ça reste un concours, ça demande beaucoup de préparation. Donc, les autres sources de documentation et pour cette partie, nous allons le faire à votre place. Donc, lorsqu'il y aura et qu'il y a des recommandations, nous, on va fouiner les recommandations dans toutes les sociétés savantes à votre place pour vous faciliter la tâche et vous donner les synthèses des recommandations par rapport à des différents sujets. Donc, les sources de recommandations que nous allons utiliser pour vous accompagner et que vous-même, vous pouvez aller chercher par là, c'est le CENGOF, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français. On a la Haute Autorité de santé. On a le Collège national des sages-femmes de France qui publie aussi des recommandations pour lesquelles, voilà, nous allons ressortir ces recommandations et les synthétiser pour vous.
Donc, vous voyez les recommandations publiées par le collège. Et voilà les sources que nous allons utiliser pour vous accompagner. Donc, on a vu des groupes et des associations qui se sont mises en place. Je vais terminer par là pour solliciter l'ouverture de plus de postes ou solliciter le fait qu'on puisse prendre autant de postes qui ont été promis lors du concours. Parce qu'il y a souvent, quand on n'atteint pas des notes, le jury fixe une note. Ce n'est pas, ils ne sont pas obligés de dire, s'ils ont estimé qu'ils vont prendre 20 sages-femmes, c'est pas parce qu'ils ont estimé qu'ils vont prendre 20 sages-femmes qu'ils sont obligés de prendre 20. Si la note limite ou la note seuil qu'ils se sont donnée, il n'y a que 8 qui ont atteint cette note, ils ne prendront pas plus. Je prends cet exemple. Vous voyez le curseur de ma souris? Est-ce que vous voyez le curseur de ma souris? Oui. Voilà. Vous voyez que dans certaines spécialités, cette année 2024, le jury a fixé la moyenne à 14,5 dans une spécialité. Ça, c'est la chirurgie viscérale. Et donc, ils avaient estimé prendre un nombre de candidats. Le concours avait été ouvert pour un nombre de candidats précis, mais le jury n'a pas voulu prendre ceux qui étaient inférieurs à 14 et demi, même alors que le nombre de places n'était pas totalement pris. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour vous dire que le jury est autonome. On ne peut pas lui forcer, l'État ne peut pas forcer la main au jury. Une fois que le jury estime, et les seuils de notes ne sont pas les mêmes pour toutes les spécialités. Donc, chaque jury est autonome. Le jury des sages-femmes, ils peuvent mettre leur note à 16. Je dis quelque chose comme ça. Ils peuvent mettre à 12, ils peuvent mettre à 10. Ils sont autonomes. Et lorsqu'ils sont autonomes, ils estiment que nous, on veut des sages-femmes avec au minimum telle note. Même si vous n'avez pas atteint ce seuil, même s'ils n'ont pas atteint le nombre de postes requis, eux, ils peuvent décider de s'arrêter à ce nombre-là, à cette note. Donc, c'était pour vous montrer ça. Des associations se sont plaintes par rapport à ça, mais bon, ça n'a pas l'air de changer beaucoup, mais l'État habituellement ne peut pas grand-chose face à des jurys parce que les jurys est quand même autonome. Je vous présente cette note que nous avons reçue. Le 20, ils l'ont signé, on l'a reçue hier dans nos mails en Guyane. Moi, je suis à Cayenne, au CHU de Cayenne. Donc, qui est en train de montrer qu'il y aura 2 voies d'examen. Il y aura ce ils vont appeler la voie interne et la voie externe. Donc, il y aura 2 voies d'examen, la voie interne et la voie externe. C'est encore en cours d'élaboration de comment ça va vraiment se passer, mais tout le monde probablement va passer toujours les mêmes épreuves, mais ça ne sera pas la même chose pour ceux qui sont déjà en activité sur le territoire par rapport à ceux qui ne sont pas en activité sur le territoire. Mais ça, ce n'est pas encore bien élaboré. On ne comprend pas encore trop bien comment ça va se passer. C'était juste pour vous montrer qu'il y a des choses qui bougent, mais il faut être bien préparé en fait. Il faut être bien préparé pour votre examen. Donc, après, je vais vous envoyer le texte global, le texte de loi. C'est ce texte du 11 juillet 2021 qui fonde les EVC en France sur toutes les spécialités concernées. Donc, nous vous remercions. Donc, j'ai terminé. On reste,
vous pouvez poser vos questions et on est là pour vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros. C'est possible pour... Bonsoir, oui, j'ai une question concernant les documents à fournir pour l'inscription. Vous avez dit que le diplôme est important, mais dans notre cursus, nous avons reçu que un certificat de réussite. Mhm. Nous n'avons pas eu nos diplômes. Donc, si vous avez... oui, c'est écrit. Les certificats aussi. Oui, le certificat. Si vous avez votre certificat de fin de formation, oui, ça passe, c'est ça. La copie du diplôme, doctorat, certificat ou tout Le autre... relevé peut-être aussi. Oui, vous dites quoi? Je n'ai pas écouté. Les relevés de notes. Non, non, il ne demande pas les relevés de notes. Le certificat de fin de formation. D'accord, j'ai compris. Mais aussi, si vous avez terminé votre formation depuis, écrivez quand même à votre établissement, vous leur dites que vous voulez votre diplôme. C'est quand même important de l'avoir ce soir. C'est difficile à recevoir les diplômes parce qu'il y a une règle que tous les médecins, les dentistes, les paramédicaux, les sages-femmes ne reçoivent leur diplôme qu'après 7 ans d'exercice dans Ah, leur pays. oui, je comprends. Ok, je vois. C'est en Algérie? Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Oui, j'ai compris. Avec le certificat, ça passe. C'est bon, d'accord, merci. Mhm. Et vous serez informé du moment où il y aura l'ouverture des inscriptions. On va vous informer et vous accompagner si vous avez des difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, si tout était clair. Oui. Tout était clair pour moi. Ok. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Jean-Marie. Moi aussi, j'ai une question concernant le document à fournir. Oui, je vous écoute. C'est Au quoi la fait, question concernant les documents à fournir? oui, au fait, vous allez m'excuser, je suis venu un peu en retard, mais je me demandais le, le- le test de langue. Est-ce que c'est nécessaire pour moi qui a étudié au Burundi dans le système francophone? Mhm. Donc, en ce qui concerne le test de langue, je l'ai dit, est-ce que il faudrait avoir au Burundi, la langue nationale au Burundi, c'est quoi? Quelle est la langue nationale? La langue nationale, c'est le Kirundi, mais la langue officielle, c'est le français. Bon, j'ai un peu une difficulté avec la différence. Je ne sais pas comment ils vont prendre, mais globalement, première des choses, les études que vous avez faites, c'était en français ou pas en français? J'étais en français. Il faudrait avoir une attestation que vos études ont été faites en français. C'est le premier point. Je vous le recommande. Donc, il faut écrire à la faculté. Nous, à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait. Il y avait le doyen de la faculté qui atteste, un responsable de la faculté
qui atteste que vous avez fait vos études en français. C'est le premier point. Et c'est ça Ok. qui faisait foi du fait que vous n'avez pas besoin de tests de connaissances. Mais globalement, pour ceux qui n'ont pas étudié dans un pays où où le français n'est pas considéré comme la langue officielle, eux, ils demandent Oui. un test de langue au moins de niveau B2. Ok, merci. Mhm. Donc déjà, rapprochez-vous, faites un mail à votre établissement ou vous vous rapprochez de votre école pour qu'ils vous fassent l'attestation d'études en langue française. Ils attestent que vous avez fait toutes vos études, c'est la langue que vous avez utilisée pour faire vos études, c'était le français. C'est ce qu'il faut qu'on dise clairement sur votre attestation. C'est pour la réponse. Aussi, une autre question. Oui, je vous écoute. Oui, j'aimerais savoir, une fois à l'université, y a-t-il un mois qu'on te donne pour présenter dans le domaine de visa? Elle est entrecoupée, la parole. Je n'ai pas compris. Reprenez, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais savoir, au fait, une fois inscrit à l'université, est-ce que vous m'entendez? Non, je n'ai pas écouté. Sauf si quelqu'un d'autre a écouté, il peut reformuler. Je demandais si, est-ce que si on est inscrit à l'université, on Bon, te donne, pardon? l'inscription, elle est gratuite et on s'inscrit à partir du site Internet que le CNG va ouvrir. Ils vont ouvrir une page. Ils vont ouvrir une page et on va s'inscrire à partir du site Internet. Et il y aura une fiche à remplir préalablement et après, vous allez vous affilier à une agence régionale de santé de votre choix. Si vous êtes sur le territoire français, idéalement, vous devez vous affilier en fonction de votre adresse. Maintenant, si vous n'êtes pas sur le territoire français, vous vous enregistrez sur n'importe quel site de votre choix, sur n'importe quelle agence régionale de votre choix, mais ça n'a pas d'importance particulière. Le seul conseil, à ce moment-là, on va vous accompagner dans votre inscription. Un petit conseil, c'est, voilà, on a eu par le passé des gens qui ont eu des difficultés avec certaines ARS et on va vous aiguillonner pour éviter telle ou telle ARS parce que souvent c'est bouchonné dans certaines ARS, d'autres ARS sont connus pour être beaucoup plus, pour travailler beaucoup plus vite, pour répondre facilement aux questions. Par contre, il y a des ARS qui sont un peu beaucoup plus demandés, beaucoup plus lents dans la réactivité. C'est différent. Alors que l'ARS n'intervient pas, donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre. À ce moment-là, on va vous accompagner. C'est pas, de ce côté, ce n'est pas un souci. Ne vous en faites pas. En fait, vous allez nous accompagner dans le processus d'obtention de visa. Non, dans l'obtention, dans l'inscription. Maintenant, votre question, c'est pour le visa? Vous êtes sur le territoire? Oui, j'ai demandé à l'inscription. Attends, vous avez demandé quoi? Reprenez, je n'ai pas compris. Dans l'obtention de visa. Ah, dans l'obtention de visa. Dans l'obtention de visa. Si on donne le document à présenter. Ah, pour ceux qui ne sont pas sur le territoire, ça c'est une astuce très importante. Vous devez commencer la procédure de demande de visa dès maintenant. Et qu'est-ce que vous devez commencer dès maintenant? Se rapprocher
du site Internet de l'ambassade de France de votre pays où vous êtes présentement. Vous devez savoir quelle est la liste des papiers et des documents à fournir. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que lorsque les inscriptions seront ouvertes, vous devez vous inscrire et avec le document qui prouve que vous êtes inscrit, vous devez vous rapprocher, vous devez mettre cela dans les papiers pour la demande de visa. Parce que votre demande de visa aura pour objectif de venir concourir, de venir pour concourir. Et c'est ça qui est la preuve et que vous venez concourir et qu'on puisse vous donner facilement le visa pour venir concourir. Donc, n'attendez pas la dernière minute avant de commencer à chercher les papiers pour l'ambassade. Donc, c'est dès maintenant que vous devez savoir quels sont les documents auprès de l'ambassade que je dois ramener lors de la demande de visa. C'est ça. Donc, ma question était de savoir si on donne le document à présenter dans le processus de visa. Donc, vous avez répondu. OK, voilà. Donc, présentement, vous êtes sage-femme au Burundi, c'est ça, Jean-Marie? Oui, c'est ça. Donc, vous êtes diplômé depuis combien de temps? Depuis 2018. Depuis 2018, voilà. Donc, ça, ce sont des éléments qui nous permettent de pouvoir savoir comment vous accompagner. Et Fédois, vous êtes diplômé depuis combien de temps? J'ai commencé mon travail, ça fait 6 mois. Donc, nous avons reçu qu'un certificat de réussite. Et vous êtes diplômé de 2024, c'est ça? Oui, c'est ça, en 2024. Ok, ok. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, il faudrait s'y mettre tôt. C'est un concours qui n'est pas aisé, qui est difficile, mais qui nécessite une préparation. Et sachez que toute chose qu'on fait dans la vie, pour l'avoir, a un prix. Et le prix, mon papa, il dit toujours, pour éviter de saigner au combat, il faut suer aux entraînements. Donc, la personne qui refuse d'avoir de l'endurance ou de suer, c'est la sueur, d'avoir de la sueur aux entraînements, qu'il sache qu'il va saigner, il y aura beaucoup de sang le jour du combat. Maintenant, pour éviter d'avoir du sang le jour du combat, il faut beaucoup saigner, il faut beaucoup suer aux entraînements. Donc, nous sommes là pour vous accompagner pour cette période d'entraînement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, donc on vous a envoyé un numéro WhatsApp pour des questions, je vous les renvoie. Si vous avez d'autres questions entre-temps, n'hésitez pas à les envoyer à ce numéro WhatsApp. Et sachez que notre premier cours, c'est le 6 mai. Je pense que c'est bel et bien, c'est 20 heures, heure de Paris. C'est bien ça, Louise, ou c'est 19 heures? Je pense que On c'est avait mis 19h, mais toi, tu es disponible à 20h plutôt. oui, on va se dire 20 heures. On peut mettre 20h alors. Voilà, on va se dire 20 heures. Donc, globalement, bonne soirée. Est-ce que Lydie est encore là? Pardon? Je suis là. OK. Est-ce que Maïda, est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens, aux apprenants qui se préparent pour ces EVC? Eh bien, Anissette, tu as déjà tout dit. Tu as fait le tour, hein, tu as un peu tout dit. Il y a vraiment rien à rajouter.
Ok, je laisse la parole à Lydie pour le mot de fin et bonne soirée à tout le monde et Bonne soirée. bonne préparation. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée. Bon, Merci beaucoup. avant que vous ne partez, pour s'inscrire à la formation, n'hésitez pas à écrire à ce numéro WhatsApp, on vous enverra la fiche d'inscription et les autres modalités. Merci encore d'avoir participé à cette séance. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à mardi. Merci beaucoup. Allez. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir.